La tasse de café glissa de mes mains tremblantes et se brisa en mille morceaux sur le carrelage de la cuisine, laissant le liquide sombre s'étaler sur les carreaux froids. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'on l'entendait résonner dans toute la maison. De l'autre côté de la porte, la voix de mon beau-fils Luc-André résonnait encore, cruelle et posée. Nous vivrons mieux sans elle dans les parages. Tout sera plus léger, non? Suit un rire sec et moqueur qui tranche à mon âme comme une lame acérée. Là debout, j'étais Irène Dubois, 67 ans, découvrant que j'étais devenu un fardeau dans la vie de la seule personne pour qui j'avais vécu et combattu pendant des décennies, ma fille Amandine. Le sol sembla se dérober sous mes pieds, et pour la première fois de ma vie, je ressentis que je n'avais plus ma place en ce monde. Je restai figé pendant des minutes, contemplant les éclats de la tasse à mes pieds comme s'ils étaient les fragments de mon propre cœur brisé. Les larmes coulaient en silence sur mon visage ridé, chaque goutte portant le poids d'une déception que je n'aurais jamais cru ressentir. Pendant tous ces mois où j'avais habité chez Amandine et Luc, j'avais remarqué les regards perfides, les remarques subtiles, l'impatience à peine dissimulée. Mais je m'étais toujours persuadé que c'était mon imagination, que ma présence était désirée, que j'avais encore de la valeur pour quelqu'un. Comment avais-je pu me mentir ainsi? Le bruit des pas de Luc dans l'entrée me sortit de ma transe. J'essuyai rapidement mes larmes et me baissai pour ramasser les débris, comme si rien ne s'était passé. Il entra dans la cuisine avec ce sourire faux que je connaissais si bien mais qui prenait désormais une toute autre signification. « Tout va bien, Madame Dubois? J'ai entendu un bruit, dit-il, feignant l'inquiétude. Je n'ai fait que casser une tasse, mon fils, rien d'important, répondis-je, forçant un sourire qui faisait plus mal que n'importe quelle crise de larmes. Il acquiesça et s'éloigna, me laissant seul avec ma douleur et ma dignité meurtrie. Ce samedi matin, tandis que je ramassais les éclats, je pris une décision qui allait tout changer. Je ne serais plus un poids, je n'entendrais plus ce rire cruel. Il était temps de partir. Ma vie n'avait jamais été facile, jamais. Veuve à 45 ans, alors qu'Amandine n'en avait que 15, je me retrouvais seul avec une adolescente à élever et absolument aucun moyen si ce n'est ma propre détermination. Mon mari Jean était décédé dans un accident de travail, laissant derrière lui des dettes et une assurance vie à peine suffisante pour couvrir les frais funéraires. Je me souviens de cette nuit où j'étais dans la cuisine de notre modeste maison, les factures éparpillées sur la table, recalculant sans cesse, tentant de trouver un moyen de rendre l'impossible possible, assurer à Amandine la poursuite de ses études. Ce furent des années de sacrifices inimaginables. Je travaillais comme femme de ménage du lundi au samedi, nettoyant les maisons de famille qui gagnaient en un mois ce que je ne voyais pas en une année. Le dimanche, je préparais des douceurs à vendre sur la place du village, debout dès 5 heures du matin jusqu'au crépuscule sous le soleil brûlant. Mes mains devinrent cailleuses, mon dos me faisait souffrir, mes rêves rangés dans un tiroir qui ne s'ouvrait plus jamais. Mais Amandine étudiait, Amandine avait des vêtements propres, de la nourriture sur la table et des livres à dévorer. Combien de nuits passées à coudre pour les autres, mes doigts saignant à force de piquer l'aiguille, simplement pour payer les frais de scolarité de l'école privée où Amandine étudiait. Combien de fois me suis-je contenté de riz et de haricots pour qu'elle ait de la viande dans son assiette? Combien de larmes ai-je avalées en silence lorsqu'elle me demandait pourquoi nous ne partions pas en vacances comme les autres, mais cela en valait la peine, du moins je le croyais. Amandine avait obtenu son diplôme en gestion d'entreprise, décroché un bon poste et rencontré Luc-André lors d'une réception professionnelle. Il était tout ce qu'une mère pourrait souhaiter pour sa fille, polie, prospère, issue d'une famille respectable. Quand ils se marièrent il y a 2 ans,
je pleurais de joie. Enfin, ma fille aurait la vie que je n'avais jamais pu lui offrir. Le déménagement dans leur maison se fit naturellement. Amandine était enceinte, avait besoin d'aide, et moi, retraité avec une maigre pension, je ne voyais pas d'inconvénient à quitter mon petit appartement pour m'occuper des tâches ménagères et veiller sur le bébé à venir. Au début, tout semblait parfait. Luc se montrait courtois, Amandine rayonnait de bonheur, et je retrouvais un sentiment d'utilité. Puis, peu à peu, les choses changèrent. D'abord, ce furent les regards. Luc commença à me dévisager comme si ma présence lui était insupportable. Ensuite, arrivèrent les remarques subtiles. Madame Dubois, ne vous inquiétez pas pour ça, je me charge d'Amandine. Madame Dubois, pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu? Vous en avez déjà fait assez aujourd'hui. Des phrases qui, prises isolément, semblaient aimables, mais qui formaient un schéma clair. Il voulait que je disparaisse. Amandine, absorbée par son travail et les bouleversements de la grossesse, ne remarquait rien ou ne voulait rien voir. Elle souriait lorsque Luc proférait ses remarques, trouvait juste qu'il veuille épargner mes efforts. Peu à peu, je fus exclu des décisions concernant la maison, des préparatifs pour le bébé, de la vie même de ma fille. Et voici la confirmation de ce que je redoutais. J'étais devenu un poids, un fardeau, une personne dont on voulait se débarrasser. Cet après-midi-là, alors qu'Amandine était au travail et que Luc était parti avec des amis, je fis mes valises en silence. J'y glissai mes quelques vêtements, mes rares biens, et écrivis une lettre simple. Chère Amandine, j'ai décidé de retourner dans ma ville natale pour régler quelques affaires en suspens. Ne t'inquiète pas pour moi, prends bien soin de toi et de mon petit-fils. Je t'aime pour toujours. Maman, je pris le premier bus pour Clairvaux, le petit village de campagne où je suis né et grandi. Il y a quelques années, j'avais hérité d'une petite ferme de ma tante Olivia, mais je n'avais jamais eu le courage de m'y rendre. À présent, sans autre refuge, ce lieu oublié devenait mon seul asile. La ferme était en piteux état à mon arrivée. La maison, simple et modeste, souffrait d'humidité, le jardin était envahi par les mauvaises herbes, et l'abandon semblait presque palpable. Pourtant, quelque chose de libérateur se dégageait de cet endroit. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais seul avec mes pensées, sans craindre de déranger ni de n'être pas la bienvenue. Les premiers jours, je pleurais beaucoup. Je pleurais pour l'ingratitude, la solitude, le sentiment d'avoir été jeté comme un objet vieux et inutile. Mais peu à peu, quelque chose s'éveilla en moi. Peut-être était-ce l'air pur de la campagne ou la liberté de n'avoir à juger chacun de mes gestes, mais je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Je pris soin du jardin, plantant fleurs et herbes aromatiques. Je découvris un talent naturel pour le jardinage, une passion que je n'avais jamais explorée auparavant. Les matins devinrent magiques, arroser les plantes au lever du soleil, contempler le ciel peint de couleurs incroyables. Je retrouvais le plaisir de cuisiner pour moi, sans me soucier des goûts des autres. C'est lors d'un de ces matins que j'eus une visite inattendue. Madame Sébastienne, une voisine d'enfance, se présenta à ma porte avec un gâteau de maïs encore tiède et un sourire chaleureux. « Irène Dubois, je n'arrive pas à croire que tu sois revenue, » s'exclama-t-elle, me serrant dans une étreinte qui me rappela ce qu'était d'être vraiment la bienvenue quelque part. Madame Sébastienne devint ma confidente et ma meilleure amie. Elle m'aida à rénover la maison, m'enseigna d'anciennes techniques de jardinage et surtout m'écouta. Lors de nos longues conversations sur la véranda, autour d'un café au coucher du soleil, je redécouvris qui était Irène avant de devenir la mère d'Amandine. « Tu sais, Irène, me dit-elle un après-midi, parfois il faut se perdre pour se retrouver. Tu as passé tant d'années à vivre pour les autres que tu as oublié de vivre pour toi-même.
Ces mots résonnèrent en moi pendant des jours. Elle avait raison. Pendant des décennies, j'avais défini mon identité par rapport aux autres épouses de Jean, mère d'Amandine. Je n'avais jamais pris le temps de me demander qui était Irène Dubois en tant qu'individu. Les semaines devinrent des mois, et lentement, je construisis une nouvelle vie. Je commençai à vendre mes confitures et mes conserves au marché du village et gagnai vite une clientèle fidèle. Les gens venaient non seulement pour mes produits, mais aussi pour discuter, demander conseil, partager un moment chaleureux. Je découvris que j'avais bien plus à offrir au monde que le rôle de mère et de grand-mère. Puis, un appel qui allait tout bouleverser me réveilla en pleine nuit. Il était minuit, un mercredi, lorsque mon portable vibra. Le nom d'Amandine clignotait à l'écran, et un frisson glacé me parcourut. Ma fille n'appelait jamais si tard. Maman, sa voix était brisée, désespérée. Maman, j'ai besoin de toi. Il s'est passé quelque chose de terrible. Je m'assis dans mon lit, totalement réveillé. Que se passe-t-il, ma chérie? Est-ce que tu vas bien? Et le bébé? J'ai eu un accident de voiture, maman. Je suis à l'hôpital. Le bébé va bien, mais moi, elle éclata en sanglots. Maman, j'ai découvert des choses sur Luc, des choses horribles. Et maintenant, il essaie, il veut que je signe des papiers, prétendant que c'est pour mon bien, mais je ne lui fais pas confiance. J'ai besoin de toi. Toi seul peux m'aider. Mon cœur s'emballe. Quels papiers? Amandine, elle prit une profonde inspiration, essayant de se maîtriser. Il n'est pas celui que je croyais, maman. Son entreprise est impliquée dans le blanchiment d'argent. Et il y a plus encore, beaucoup plus. J'ai trouvé des documents, des conversations, des preuves qu'il utilise mon nom pour dissimuler des fonds illégaux. Et maintenant, avec l'accident, il veut que je signe une procuration qui lui donnerait le contrôle total de mes biens. Le monde tourna autour de moi, non seulement à cause des révélations sur Luc, mais parce qu'en cet instant, le secret que j'avais eu si longtemps prenait soudain toute son importance. Je savais qui était vraiment Luc André. Je l'avais su dès le début, mais je n'avais jamais eu le courage d'en parler à Amandine. Maman, tu es là. S'il te plaît, viens me chercher. Je ne peux pas lui faire confiance. Je viens, ma chérie. J'arrive immédiatement. Mais d'abord, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû te révéler il y a longtemps. Je m'habillai à la hâte et pris la route, mais pas avant d'ouvrir un vieux coffre dans ma chambre. J'en retirai un dossier que je n'avais jamais cru devoir utiliser, des documents révélant la véritable identité de Luc André et son lien avec une histoire que je connaissais trop bien. Sur la route sombre vers la ville, je me rappelais comment j'avais découvert la vérité sur mon beau-fils. 2 ans plus tôt, lorsque Amandine m'avait présenté son compagnon, je l'avais reconnu. Ce visage, cette voix, tout me rappelait quelqu'un. Il m'a fallu des semaines pour récupérer la mémoire. Luc André était le fils de Robert André de Beaupré, un homme d'affaires qui, des décennies plus tôt, avait ruiné financièrement des dizaines de familles de notre village natal, y compris celle de mon défunt mari Jean. Robert avait disparu avec l'argent d'une coopérative de logements sociaux, laissant plus de 50 familles démunies. Jean avait perdu toutes nos économies destinées à l'achat de notre maison. Nous avions vécu en location toute notre vie, et ce stress contribua aux problèmes cardiaques qui emportèrent mon mari prématurément. Lorsque j'identifiai Luc comme le fils de Robert, j'enquêtai discrètement. J'appris qu'il avait changé de nom pour échapper au scandale, mais qu'il entretenait des liens avec son père et reproduisait des méthodes similaires dans ses affaires, fraude fiscale, blanchiment via des sociétés écrans, et bien d'autres irrégularités. À l'époque, j'étais dans un terrible dilemme.
Dire la vérité à Amandine aurait détruit son bonheur, son mariage, ses rêves. Elle était si amoureuse, si épanouie. Comment aurais-je pu lui ôter cela sur la base de simples soupçons et de douleurs passées? J'avais gardé le secret, espérant me tromper, espérant que l'amour change les gens. Mais désormais, la voix désespérée d'Amandine au téléphone me fit comprendre que mon silence avait été une erreur. Si j'avais parlé plus tôt, ma fille ne serait pas dans cette situation. Il était temps de réparer. À l'hôpital, je trouvais Amandine pâle et effrayée dans sa chambre. À 7 mois de grossesse, elle avait quelques contusions et une fracture au bras, mais rien de grave. Luc n'était pas là, ce qui me permit de parler calmement avec elle. « Maman, merci d'être venue, » murmura-t-il en me serrant. « Je suis désolé pour tout, que je t'ai chassé, que je n'ai pas vu comment il te traitait. J'ai été une fille horrible. » Je lui pris le visage entre les mains. « Tu n'as pas été horrible, ma chérie. Tu vivais ta vie comme il le fallait. Mais maintenant, il faut parler de Luc et de ce que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » Je lui racontai tout, Robert André, la coopérative frauduleuse, la façon dont la famille d'André avait détruit la nôtre. Je lui montrai les documents que j'avais gardés, les preuves accumulées au fil des ans. Amandine écouta en silence, les larmes aux yeux, prenant la mesure de l'ampleur des faits. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela, maman? » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Parce que tu étais heureuse, ma fille, et parce que j'espérais me tromper. J'espérais que Luc serait différent, mais certaines pommes ne tombent pas loin de l'arbre. » À cet instant, la porte s'ouvrit, et Luc entra, un bouquet de fleurs à la main, et son sourire habituel. En nous voyant, son visage se figea. « Madame Dubois, que faites-vous ici? » demanda-t-elle, visiblement mal à l'aise. « Prendre soin de ma fille, comme je l'ai toujours fait, » répondis-je en me levant pour le regarder droit dans les yeux. « Et il semble que je sois arrivé au bon moment. » Amandine, renforcée par ma présence et nos confidences, fixa son mari. « Luc, il faut parler. Je sais tout. » Son visage devint livide. « Savoir quoi, Amandine? Tu as dû te cogner la tête dans l'accident. Tu es confuse. »« Je suis pas confuse, » répliqua-t-elle, elle avec détermination. « Je sais pour le blanchiment, pour les sociétés écrans, pour ton usage de mon nom. Et je sais aussi pour ton père Robert André. » La mention de son père fut comme une explosion. Luc regarda entre moi et Amandine, pris de panique. « Qui t'a dit ça? Cette vieille fouine? » dit-il me désignant avec mépris. « Cette vieille fouine est ma mère, et c'est elle qui m'a révélé la vérité que tu m'as cachée toutes ces années, » répondit Amandine, la voix empreinte de force. « La même vérité qui explique pourquoi tu voulais tant te débarrasser d'elle. » Mais j'appris que ma véritable valeur ne dépendait pas de l'utilité que j'avais pour quelqu'un, mais de l'accomplissement que j'éprouvais pour moi-même. Si vous êtes allé jusqu'ici, c'est que vous avez saisi la puissance des femmes qui luttent silencieusement pour leur famille. Voici l'une des nombreuses histoires inspirantes que je partage régulièrement, de vraies histoires de dignité, de transformation et de victoire. Abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces récits qui touchent le cœur et rappellent la force de la résilience féminine. Chaque histoire porte une leçon précieuse et je suis convaincu que vous y trouverez inspiration et identification. La petite Irène grandit entourée d'amour, de nature et des histoires inspirantes de la force des femmes de notre famille. Dès son plus jeune âge, elle sut qu'elle portait le nom d'une femme extraordinaire, celle qui fit face à chaque épreuve avec dignité et courage. Quant à Amandine, renforcée par cette expérience, elle devint non seulement une mère exemplaire, mais aussi une entrepreneur prospère, développant notre activité de confiture dans plusieurs villes de la région.
Pour ce qui est de Luc André, des connaissances nous apprirent qu'il fut finalement visé par une enquête fiscale et dut répondre de diverses irrégularités. Sa vie de façade s'effondra et il perdit le prestige social qu'il chérissait tant. Je ne ressentis aucune joie devant sa chute, seulement un soulagement d'avoir protégé ma famille. Un soir, alors que la petite Irène fêtait son premier anniversaire, Amandine et moi discutâmes sur la véranda des défis à venir. Elle me demanda si je regrettais d'être parti sans explication ni confrontation. Je ne regrette rien, ma fille, et répondis-je en contemplant les étoiles scintillant dans le ciel campagnard. Parfois, il faut prendre du recul pour y voir plus clair. Nous avons besoin de silence pour entendre notre propre voix. Si je n'étais pas retourné ici, je n'aurais peut-être jamais redécouvert qui je suis au-delà d'être ta mère. Elle sourit en serrant ma main. Et moi, je n'aurais jamais appris ce que signifie vraiment être forte. Je pensais que la force était endurer en silence, comme tu l'as toujours fait. Mais maintenant, je comprends que la force, c'est aussi savoir parler, savoir se battre, savoir dire non. Dans ces moments de réflexion, je compris que notre histoire n'était pas seulement celle d'une mère et d'une fille. C'était la preuve du pouvoir transformateur de l'amour véritable, de l'importance de chérir ceux qui nous aiment vraiment, du courage de recommencer à tout âge. Des années plus tard, ma petite fille courait déjà entre les poules dans le jardin, babillant joyeusement. Elle me demanda pourquoi j'avais choisi de vivre dans ce lieu simple loin de la ville. Je la pris sur mes genoux et la conduisis dans le jardin que j'avais tant soigné. Tu vois toutes ces fleurs, petite Irène, lui dis-je en montrant les couleurs vives de notre arrière-cour. Chacune d'elles a poussé ici parce qu'elle a trouvé la bonne terre, la bonne eau, le bon soleil. Parfois, nous devons nous aussi trouver l'endroit adéquat pour nous épanouir. Elle acquiesça avec le sérieux d'un enfant qui croit encore à la magie, et à cet instant je sus que je lui avais transmis la plus précieuse leçon, que notre bonheur ne dépend pas des autres, mais de notre capacité à cultiver un jardin intérieur fort et beau, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde en arrière et vois un chemin parsemé de défis, mais aussi de victoires extraordinaires. Pas de triomphe matériel ou de reconnaissance publique, mais des victoires du cœur, une fille forte et indépendante, une petite fille aimée et en bonne santé, une vie simple mais riche de sens. J'ai appris que la dignité ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans la capacité à se relever, que la force ne se mesure pas à l'absence de larmes, mais à la faculté de les sécher et de continuer d'avancer, que l'amour ne se définit pas par la dépendance à quelqu'un, mais par le choix d'aimer, même sans être aimé en retour. Et surtout, j'ai compris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour redécouvrir qui nous sommes, pour refleurir. La vie peut nous surprendre avec des tempêtes inattendues, mais elle peut aussi offrir des printemps magnifiques là où on s'y attend le moins. Mon histoire ne s'arrête pas ici. Elle se poursuit chaque matin, lorsque j'ouvre les fenêtres de la ferme et respire le parfum des fleurs que j'ai plantées de mes propres mains. Elle vit dans chaque sourire de ma petite fille, dans chaque succès de ma fille, dans chaque personne qui goûte mes confitures et ressent un peu de l'amour que je mets dans chaque recette. Je suis Irène Dubois, une femme qui a appris que mériter sa place n'est pas une question d'âge, de circonstance ou de reconnaissance d'autrui. C'est un choix quotidien, un acte d'amour envers soi-même, un courage d'être pleinement soi, peu importe ce que les autres pensent ou disent. Et si jamais quelqu'un venait de nouveau me dire que la vie serait meilleure sans moi, je lui sourirais et poursuivrais mon chemin, car désormais je sais que ma présence en ce monde n'est un fardeau pour personne. C'est un cadeau que je choisis d'offrir à ceux qui sont capables de reconnaître sa valeur. Voilà mon histoire. Un récit de l'humiliation qui se transforma en libération, du rejet qui devint découverte de soi, du silence qui se mua en force. Une histoire qui prouve que les femmes, surtout les mères, portent en elles une puissance capable de déplacer des montagnes et de transformer des destins, même lorsque le monde entier semble s'être ligué contre elles. Et le plus beau dans tout ça, c'est de savoir que cette force ne meurt pas avec l'âge, qu'elle ne faiblit pas devant les difficultés, qu'elle ne s'éteint pas face à l'ingratitude.
Elle attend simplement le bon moment pour se révéler, pour nous montrer de quoi nous sommes réellement capables lorsque nous décidons non seulement de nous battre pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes, à cette vie-ci.